Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alain Desjours. Je suis responsable formation dans l'association Je ne fume plus pour un très beau projet qui s'appelle Aster, avec la coordination bretonne de tabacologie et l'ARS Bretagne. J'ai un DU d'addictologie. Je suis ce qu'on appelle un patient expert certifié. Je vais vous parler aujourd'hui donc de santé mentale et tabac. Et donc, pour appuyer mes propos, j'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés Françoise Godel, donc, qui est tabacologue et présidente de Je ne fume plus, et Claire Bonjour. Joubert, ouais, et Claire Joubert qui est psychiatre, tabacologue, addictologue et voilà, de l'établissement public de santé mentale de Lille. Bonjour. Donc, merci d'être là. Je remercie aussi effectivement le collectif Moi sans tabac du Centre Val-de-Loire de nous donner l'opportunité de partager ce moment avec nous. Nous travaillons, donc je ne fume plus, nous travaillons déjà avec le collectif Moi sans tabac Bretagne des Hauts-de-France. Et voilà, nous avons le plaisir de découvrir aujourd'hui le centre Val-de-Loire. Donc, c'est parti. On va réserver une demi-heure à la fin pour des questions-réponses. Mais donc Françoise Godel et Claire Joubert vont pouvoir intervenir à tout moment dans ce diaporama pour apporter des précisions si elles le souhaitent. Alors, on va commencer par quelques rappels, hein, déjà sur le trouble de l'usage du tabac fumé, appelé aussi tabagisme, et la santé mentale. Alors, premier point. Donc, le tabac fumé, c'est une drogue, hein, qui est puissamment addictogène, qui est délétère et qui est acceptée socialement. C'est une addiction qui s'étale sur la durée, hein, qui accroche très rapidement les consommateurs et qui, en fait, ne provoque pas de comportement socialement peu accepté. Donc, voilà. Donc, du coup, elle est très, très acceptée socialement. Pour autant, elle est parfaitement délétère, puisqu'elle elle raccourcit la vie d'un consommateur sur deux, considérablement. Voilà. On peut dire aussi qu'elle tue un consommateur sur deux. Si on regarde le cube des dangerosités des produits psychoactifs, on voit que le tabac, en fait, voilà, il se fait tout discret, hein, il est au fond, près du radiateur, on ne le voit pas trop. Pour autant, il est au maximum de toxicité, voilà, il est au maximum de dépendance aussi, mais en termes d'intensité d'effets psychoactifs, en fait, bah, c'est à peine plus élevé que la cocaïne. Donc, c'est une drogue dure, hein. Donc, c'est la substance pratiquement la plus addictive. Et plus la consommation est plus la consommation est précoce, et elle est le plus souvent précoce, encore que on a des chiffres qui plus optimistes récemment, hein. Donc, cette consommation est précoce. On commence à l'adolescence et on partage sa vie d'adulte avec le tabac jusqu'à prendre la décision de le quitter. Donc, comme je le disais, c'est une drogue délétère, hein, donc qui va tuer un consommateur sur deux. Donc, c'est pas une mort immédiate, hein. En fait, ça va raccourcir l'espérance de vie de 10 ans en moyenne. Mais pour le sujet qui nous intéresse, donc en particulier les personnes en situation de précarité psychique ou de troubles psychiques, eh bien, ce raccourcissement d'espérance de vie, il peut aller jusqu'à 28 ans. Et pour autant, il ne va pas laisser en très bon état les personnes qu'il ne tue pas, hein. Donc, voilà, c'est un produit très problématique. Ce qu'on peut dire aussi, parce que si on veut partager un peu d'optimisme, c'est que les études montrent, et ça avait été démontré dans les années 50, et ça a été redémontré il y a très récemment, que si on quitte cette addiction au tabac fumé avant 35 ans, en fait, on va récupérer
l'espérance de vie d'un jamais fumeur. Donc il y a vraiment à travailler sur, à la fois sur éviter l'entrée dans la consommation de tabac fumé, et puis aussi accompagner les jeunes et les jeunes adultes à quitter cette addiction. Le produit psychoactif du tabac, c'est la nicotine. Donc il est responsable de l'addiction par voie fumée, donc il est puissamment addictogène par la voie fumée. Pour autant, même dans la fumée de tabac, la nicotine n'est pas cancérigène, n'est pas irritante. On fume pour la nicotine, on meurt par les goudrons, hein. Et quand la nicotine n'est pas fumée, hein, voilà, c'est-à-dire quand elle arrive via des patchs, des pastilles, le spray, via la vapoteuse, eh bien cette nicotine, en fait, elle a une puissance addictive de l'ordre de la caféine. La clope, la cigarette, en fait, c'est utilisé tout au long de la vie comme un parachute émotionnel. C'est vraiment un régulateur de la charge mentale et du coup, on a cette approche, là, cette dimension-là qui va avoir un fort impact sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et si effectivement, un fumeur, enfin 2 fumeurs sur 3 ont envie d'arrêter, il y a ce report au lendemain, hein, puisque en fait, effectivement, qui a envie de sauter sans parachute? Donc voilà, c'est cette peur qui va freiner d'abord l'arrêt du tabac. D'accord? Par ailleurs, effectivement, si on vient sur le sujet de la santé mentale, c'est vrai qu'on utilise souvent santé mentale au sens de troubles de santé mentale, mais il faut quand même rappeler que chacun d'entre nous a une santé mentale, hein. C'était même un grand projet, une grande cause nationale cette année. Donc voilà, parlons-en. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup agi, mais au moins on en a parlé. Et donc, je vous invite, il y a le lien. Je pense que le collectif Moi Sans Tabac Centre Val-de-Loire pourra vous envoyer ensuite la présentation, le PowerPoint. Euh, donc, il y a une intervention du délégué ministériel à la santé mentale et la psychiatrie, donc Franck Bélivier, donc, qui est donc en lien sur ce document. On va revenir donc toujours au lien entre la population en fait et le tabac. Voilà. Donc là, on a des chiffres très récents puisqu'ils sont sortis peu avant le mois sans tabac, cette 10e édition. Donc on est là sur de la prévalence tabagique au sens de consommateurs quotidiens, hein. Donc les sources, ça c'est le FDT, c'est Santé publique France et c'est aussi l'Europe. Et on a eu une baisse considérable en 5 ans de la prévalence en population générale, on était à 25 et on arrive à 18 avec une différence, mais qui devient de moins en moins grande, entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que si on regarde plus finement, en regardant d'autres critères, bien, on s'aperçoit que si on regarde par exemple le niveau d'études, hein, donc les personnes qui n'ont pas de diplôme donc sont presque 29% à fumer, alors que les personnes qui ont un niveau d'études supérieur au bac ne sont plus que 13%, hein. Maintenant, si on regarde du côté des revenus, hein, donc quand les personnes, si on leur pose une question un peu subjective sur comment ils se sentent, eh ben voilà, pour moi c'est difficile, je suis endetté, etc. Et donc là, on a une prévalence qui est à 30%. Par contre, les personnes qui peuvent déclarer qu'ils sont à l'aise, donc qui n'ont pas de problème de revenus, ne sont plus que 10%. Voilà. Alors, si on regarde du côté de l'occupation, eh bien, on est sur les étudiants sont à 17%, les actifs occupés sont à 25% et les chômeurs sont à 35%. Alors, ça paraît considérable, et c'est considérable, mais dans les enquêtes précédentes, donc les chiffres de 2021, les chômeurs étaient à 46%. Donc, on a quand même là aussi une baisse très importante de la prévalence tabagique. Et pour les sujets qui nous occupent, aujourd'hui, donc les personnes qui sont concernées par des troubles de santé mentale, c'est autour de 60%. Vous voyez, c'est considérable.
Et pour les personnes qui sont hospitalisées pour des troubles de santé mentale, on arrive à 70%, c'est-à-dire qu'on est très proche des, des taux de prévalence des personnes détenues, hein, qui sont à 80% consommatrices de tabac fumé et aussi d'autres substances. Mais vous voyez, donc la santé mentale, donc, elle a un impact fort sur le tabagisme et le tabagisme a un impact fort aussi sur la santé mentale. Donc voilà, les chiffres précédents là, sont résumés ici, mais donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement autour des troubles psychiques, hein. Donc on a 2 à 10 fois plus de fumeurs que dans la population générale, hein. Donc il y a des variations sur le type de trouble. Donc tous les liens sont là. Et donc on est à environ 60% pour les personnes concernées par les psychoses et donc autour de 70-80% autour de 70%, pardon, pour les personnes en unité de psychiatrie, hein, et donc à mettre en lien avec ces 80% de personnes détenues qui consomment du tabac. Les conséquences donc de cette prévalence et de cette consommation extrême, c'est effectivement un effet délétère, hein, puisqu'on a jusqu'à 28 ans d'espérance de vie en moins. Et donc, alors, c'est pas lié directement à ces troubles, mais au fait que en consommant Merci. plus souvent du tabac et en le consommant de façon plus extrême, en tirant énormément sur les cigarettes, hein, donc des personnes extrêmement dépendantes. On a effectivement les pathologies qui sont induites par le tabac fumé qui existent pour la population générale, elles vont être en hausse considérable donc pour les personnes concernées. Donc, autour des troubles respiratoires, BPCO, l'asthme, etc., les troubles cardiovasculaires, hein, l'infarctus du myocarde, les AVC et tous les troubles vasculaires, et puis les troubles oncologiques, hein. Donc on a donc 18 localisations de cancer qui sont induits par le tabac fumé, mais donc au premier chef, le cancer du poumon. Donc, comme ces personnes sont beaucoup plus concernées par ces pathologies, évidemment, elles vont avoir une espérance de vie bien inférieure. Voilà. Et pourtant, donc ces personnes, n'ont pas moins envie d'arrêter que les autres, ne sont pas moins en capacité d'engager un changement vers l'arrêt que les autres. Et donc c'est notamment, on en parlera tout à l'heure, ce que montre le projet, piloté par Claire Joubert, donc de rétablissement. Donc, quand on va à la rencontre des consommateurs de tabac fumé, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait vraiment en tête, c'est que 2 tiers, hein, 2 tiers des consommateurs de tabac ont envie d'arrêter. Donc, on a un feu vert, hein, pour, déjà aller vers, pour pouvoir poser des questions, et on a aussi un feu vert pour, engager, un repérage précoce et une intervention brève. Voilà, on n'a pas, il y a aucun frein, il y a aucun frein là-dessus. Une, pardon, donc, et pourtant, voilà, et pourtant, donc, excusez-moi. Donc, quand les personnes s'engagent vers une vie sans tabac fumé, hein, donc on appelle, nous, la défume, comme le disait le professeur Molimar ou Lagru, je ne sais plus, Françoise, tu me dis c'est lequel c'est. Euh, donc, on va rencontrer à un moment de cette défume, le défume blues, qui ressemble un peu au baby blues, hein. Donc, mais ce défume blues, ce n'est pas une dépression, c'est un symptôme de sevrage, hein. Pourtant, ça a une importance, hein. Donc, on a déjà, en fait, en rappel, la dépression est plus fréquente chez les fumeurs que la population générale, hein. Donc, on a ben, un peu plus de 2 fois plus de syndrome dépressif chez les fumeurs. Et cet antécédent dépressif va augmenter la probabilité de la sévérité de la dépendance tabagique, hein. Et donc, ces antécédents de dépression ou de dépression en cours peuvent effectivement Ah oui, freiner l'échec de j'entends sevrage. déjà. OK, merci beaucoup. Pardon.
pourtant, effectivement, ce défume blues, hein, ce n'est pas une dépression, c'est un symptôme de sevrage. Hein. Donc, on a une humeur maussade, une irritabilité, une impatience, et ça, c'est problématique, hein, si ce n'est pas anticipé, puisque en fait, les fumeurs vont redouter cette dépression à l'arrêt, comme ils redoutent aussi la prise de poids. Hein, et pourtant, c'est rarement un facteur de reprise. Donc, ce n'est que 5% des causes de reprise. Pour autant, c'est 14% des freins à l'arrêt. Donc, une personne sur 6 va retarder ou ne pas s'engager dans l'arrêt du tabac fumé, simplement parce qu'elle a peur de cette dépression. Hein. Et toutes les études montrent que les ex-fumeurs profitent mieux du plaisir à vivre à l'arrêt du tabac, donc voilà, donc ne sont pas entrés dans une démarche, dans un trouble dépressif. Donc, cette humeur dépressive avait été parfaitement repérée, hein, donc, dans le dictionnaire donc, des troubles de l'usage des psychiatres américains, le DSM, et c'est dans sa version 4. Hein, donc, on avait repéré cette humeur dépressive, ces insomnies, cette irritabilité, l'anxiété, difficulté de concentration, la fébrilité, la diminution du rythme cardiaque. Voilà, tout ça, ce sont des troubles finalement qui sont liés au manque, hein, des troubles du sevrage, qui ne correspondent pas forcément à des envies de fumer. C'est-à-dire que quand on discute avec des personnes qui sont en train de s'engager dans ce chemin de défume, elles disent bah non, moi j'ai pas envie de fumer, donc par contre, effectivement, j'ai envie de tuer mon chien, je ne dors plus, voilà. Donc il y a tout un travail à faire pour leur expliquer que là, on est sur des symptômes de sevrage et qu'il faudrait peut-être, ajuster notamment leur traitement de substitution pour éviter ces troubles ou réduire ces troubles. Donc ce défume blues, donc c'est une vulnérabilité émotionnelle, hein. Elle survient, voilà, entre 2 et 4 semaines autour du mois d'arrêt. Donc, elle va se manifester par une difficulté à contrôler les émotions. Donc, on va avoir des pleurs, de l'irritabilité, parfois de l'agressivité. Ça, c'est un aspect assez connu du sevrage tabagique. Mais on n'a pas vraiment de tristesse, de perte d'estime de soi. Et surtout, voilà, c'est pour ça que c'est un peu sournois, on n'a pas forcément plus d'envie de fumer. Hein. Donc, voilà, on a des causes multifactorielles, mais voilà, ce qui est important à noter, c'est que cette vulnérabilité émotionnelle, ce n'est pas une dépression. Mais, voilà, on est peut-être aussi en face d'une dépression. Il faut l'envisager, d'accord? Donc, puisque en fait, on a, on a une augmentation en fait, du risque de développement d'un syndrome dépressif majeur dans les 3 mois qui suivent un sevrage. Donc, ça concerne encore une fois une personne sur 6 à peu près, et ça va concerner par contre une personne sur 3 pour les personnes qui ont déjà des troubles dépressifs récurrents, mais seulement 2% pour les patients qui n'ont pas d'antécédents dépressifs. Donc, les syndromes dépressifs qui sont induits par le sevrage vont disparaître rapidement, et notamment en ajustant le traitement de substitution. Euh, le syndrome dépressif secondaire, donc qui arrive effectivement dans ce deuxième mois, euh, donc si la personne est correctement substituée, donc cette fois on est sur une réelle dépression et il faut orienter la personne pour que cette dépression soit traitée comme telle. D'accord? Donc c'est autour de, enfin voilà, c'est dans les 3 mois, mais c'est plutôt sur le deuxième et troisième mois. Oui, si je Voilà. peux me permettre de Vas-y. compléter, Alain, les points de vigilance à avoir quand on suit des personnes qui ont des craintes de développer des symptômes dépressifs à l'arrêt du tabac. Et souvent, c'est une crainte qui est exprimée, hein, mais je vais pas avoir le moral, ça va pas aller. C'est vraiment une crainte au niveau de la gestion des émotions. Les gens sont tout à fait conscients qu'ils gèrent leurs émotions en fumant et que la cigarette leur sert souvent de béquille à vivre.
Là où on doit être vigilant, ce sont pour des personnes qui ont déjà connu des épisodes dépressifs au cours de leur vie, des épisodes dépressifs traités ou pas, mais voire récurrents. Donc là, un certain nombre de tabacologues vont mettre en place un traitement antidépresseur dès le démarrage du sevrage, voire même un peu avant le démarrage du sevrage. Ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, comme Alain a dit, ce sont ces personnes qui démarrent un sevrage, tout va à peu près bien, et qui, passé environ le premier mois, alors c'est vraiment à la louche, hein, vont s'écrouler avec une perte d'estime de soi, avec un sommeil qui n'est plus réparateur, avec des idées noires, avec un certain nombre d'angoisses qui se donnent à voir. Et là, on a quelque chose qui est ce qu'on appelle un syndrome dépressif secondaire, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à voir et qui avait été souvent masqué. Il y avait des points dépressifs, des fragilités dépressives chez cette personne. Ça avait été masqué par le tabagisme et ça se donne à voir à ce moment-là. Donc ce sont vraiment ces deux points de vigilance qu'il faut considérer. Merci François. Et donc, pour, évaluer ça, effectivement, on a le test HAD donc, que vous retrouvez dans le dossier de tabacologie du RESPAD. Et ce test va permettre en fait de questionner l'anxiété et la dépression. Et donc, si on a un score suspect, voilà, on va orienter, hein, on va orienter vers un professionnel de santé mentale. En tous les cas, un avis médical, hein. Et si on a aussi, comme l'évoquait Françoise, des idées suicidaires, eh bien, il faut effectivement aller voir un psychiatre. Voilà. Donc, juste donc, pour information, donc ce test HAD donc, va mesurer l'anxiété. Donc, qui, en fonction des réponses aux questions, va être soit inférieur à 8, ou soit peu marqué, soit modéré à sévère. Et puis la dépression, bah, avec les mêmes critères un peu. Et puis si on a ce total A plus D, donc l'anxiété et la dépression, si on est supérieur à 13, on est en face d'un état dépressif mineur, mais qui doit être considéré, et supérieur à 19, un état dépressif majeur qui doit être pris en charge, hein. C'est très important. Donc, si, bah, comme le disait Françoise aussi, hein, donc si on a pu repérer avant l'engagement dans la défume, un syndrome dépressif qui est déjà pris en charge, eh bien, ça peut être très intéressant en fait, d'anticiper. Et donc puisque, on le verra tout à l'heure, hein, le tabagisme a un impact fort sur les traitements psychotropes. Et donc ils devront être forcément ajustés, hein, puisqu'on va déséquilibrer en fait le traitement en arrêtant de fumer, hein, puisqu'on a trouvé un équilibre avec la cigarette, donc il va falloir trouver un nouvel équilibre sans la cigarette. Et donc, ça permettra aussi de traiter correctement ce syndrome de sevrage. Alors, on va explorer maintenant les liens entre le tabac et les troubles de santé mentale, hein. Donc, on va le redire de nombreuses fois, hein. Donc, je m'appuie aussi sur des communications du docteur Anne Deprin, donc, qui travaille à l'hôpital Guillaume-Régnier à Rennes. Donc, le tabagisme, c'est l'une des premières causes évitables, hein, de mortalité chez les patients atteints de troubles psychiatriques. Ils vont fumer de 2 à 6 fois plus que les autres, avec une espérance de vie, donc 10 à 20 ans, voire plus. On l'évoquait tout à l'heure, donc les patients schizophrènes donc, souffrent 5 fois plus de cancer des bronches et du pharynx et ont 6 fois plus de pathologies cardiovasculaires. Donc ça, c'est les conséquences, donc les troubles induits par la consommation de tabac fumé. Mais dans l'autre sens, hein, le tabac va induire aussi une vulnérabilité aux troubles psychiatriques. On a eu en 2009, donc une conférence d'experts où on a pu déterminer en fait
sur un certain nombre d'assertions des niveaux de preuve. Alors, ce qui est un haut niveau de preuve, c'est donc les assertions qui sont là. Le tabac va induire une vulnérabilité aux troubles psychiatriques. Les maladies liées au tabac sont une des principales causes de décès chez les adultes qui souffrent de ces troubles. Le tabagisme va augmenter le risque suicidaire et l'administration de nicotine améliore à court terme les performances cognitives, notamment chez les patients schizophrènes. Ensuite, à un niveau un peu inférieur en termes de preuves, donc on est là sur de la présomption scientifique. Là, je rappelle qu'on était en 2009, hein, les choses ont peut-être un peu évolué. Donc voilà, le tabagisme augmente la survenue de troubles bipolaires et va réduire l'efficacité des traitements. Les patients, on l'a dit, donc les patients psychotiques, donc notamment schizophrènes, fumeurs, vont avoir 6 fois plus de mortalité par maladie cardiovasculaire, 5 fois par maladie respiratoire. Les symptômes de sevrage sont plus graves chez les personnes concernées par ces troubles de santé mentale. Et enfin, la prescription de nicotine va réduire l'envie de fumer, va réduire les symptômes de sevrage et va augmenter la probabilité d'une décision d'arrêt. Donc, on reverra ça donc en toute fin de présentation dans la prise en charge. Je pense que Claire Joubert pourra en reparler avec son expérience du projet rétablissement. Voilà, la nicotine est un outil essentiel pour la prise en charge de ces personnes. Donc, la nicotine fumée a des effets de surface, c'est-à-dire c'est des effets perçus et à court terme, mais ce n'est pas forcément des effets profonds, hein. Donc, elle est psychostimulante, elle est anxiolytique, elle est antidépressive, elle est coupe-faim, hein, anorexigène, d'où effectivement les problématiques aussi de prise de poids si on arrête brutalement la nicotine. Et elle est antinociceptive, donc elle va inhiber la sensibilité à la douleur. Donc voilà, on est bien sur l'idée du parachute que j'évoquais tout à l'heure, ou du régulateur émotionnel. Alors, quelques exemples. Donc, sur le trouble panique, hein. Donc, pour les femmes, notamment, donc, on a une prévalence du tabagisme chez ces patientes donc, qui souffrent de troubles paniques, avec 40% de personnes concernées contre 25%. Et donc, l'arrêt, l'idée, effectivement, donc, à la fois, il peut y avoir un trouble qui va freiner l'engagement vers le changement, mais ce qu'on constate aussi, c'est que l'arrêt du tabac est rapidement suivi d'une réduction de l'anxiété, hein. Donc, en fait, on est aussi sur un développement de la capacité à développer une bonne image de soi, hein. Donc, on va avoir cette fois un renforcement positif de stimulation. Et puis, donc, par contre, effectivement, quand on, quand on consomme du tabac fumé, on développe une tolérance et donc on va augmenter les niveaux d'anxiété, hein. Donc, même si euh, en a priori, donc ces personnes peuvent être enfin, reculer en fait devant l'idée d'arrêter, bien accompagnées, elles vont pouvoir constater effectivement cette réduction de l'anxiété. Sur l'agoraphobie ou l'anxiété sociale, hein, on trouve aussi, hein, cette forte dépendance nicotinique avec des difficultés, des difficultés de perception, hein. Donc, on a des obstacles à l'arrêt du tabac. On a déjà essayé, et donc on a cette expérience en fait de ce qui peut être présenté comme des échecs. Après, c'est aussi un travail thérapeutique
de présenter les différentes tentatives d'arrêt, non pas comme des échecs, mais comme des sauts de lancement, hein, des périodes d'apprentissage où on muscle sa motivation. Mais voilà, ça, c'est un travail qui n'est pas toujours fait. Et donc, la consommation de tabac, donc, en, en surface, encore une fois, va diminuer les affects négatifs qui sont déclenchés par des situations sociales. Hein. Donc, on se cache derrière ce rideau de fumée. Hein. Pour autant, la peur sociale a débuté le plus souvent avant l'initiation au tabac, et on a une association positive entre peur sociale et dépendance nicotinique. Donc, euh, ce qui est important, là, effectivement, c'est que ces personnes anxieuses vont percevoir la cigarette comme un vecteur de lien social, et donc elles vont être plus vulnérables, en fait, à une plus forte dépendance à la nicotine et au tabac fumé. Donc, il faudra aussi penser pour elles à des traitements de substitution nicotinique, donc via les TNS, médicaments ou le vapotage, particulièrement bien dosé. Sur le trouble anxieux généralisé, donc on a aussi une prévalence tabagique qui est multipliée par 1,5 à 2 fois. Hein. On a une dépendance qui augmente, des reconsommations qui sont plus fréquentes, des syndromes de sevrage qui vont être plus importants, hein, notamment avec le biais d'affectation. Pourquoi? Ben parce que en fait, la cigarette, voilà, la cigarette, c'est d'abord une automédication, hein, puisqu'on est sur un anxiolytique rapide, hein, donc grâce au shoot nicotinique, avec une baisse de la tension interne. Et donc, on va aggraver, hein, on va aggraver, en fait, à travers cette automédication, on va aggraver un trouble d'hypervigilance interne qui est caractéristique de ce trouble. Donc, augmenter, en fait, l'anxiété profonde. On va avoir un rebond anxieux entre les prises de cigarettes et une sensibilité accrue aux signaux internes, donc ce qui vont à nouveau en boucle renforcer cette hypervigilance. Donc là aussi, c'est essentiel de pouvoir les accompagner pour l'arrêt du tabac. Sur les TOC, alors cette fois, on a plutôt une prévalence qui est inférieure à la population générale. Donc là, on est 14% contre 25%. Alors là, on n'est pas sur des chiffres de 2024, hein, donc les 25%, c'était les chiffres précédents. Et donc, voilà, donc toutes ces personnes donc, qui sont autour d'obsessions et avec les compulsions associées, bah, comme la clope, c'est quand même quelque chose qui est salissant, hein, globalement, qui va perturber, en fait, perturber l'intérieur. On a cette prévalence qui est inférieure, mais c'est pratiquement le seul trouble où la prévalence est inférieure. Sur le stress, voilà, sur le stress post-traumatique, hein, on voit donc stress post-traumatique, effectivement, c'est cette incapacité qu'on peut avoir donc suite à un événement qu'on a vécu, dont on a été témoin, dont éventuellement même on peut avoir entendu parler, à ne pas pouvoir ranger cet événement dans son historique, dans son passé, et on a des retours quasiment en réel des circonstances qui ont provoqué ce stress, enfin, ou des émotions qu'on a pu ressentir au moment de ce stress. Et là, on va avoir là aussi une épidémiologie qui est supérieure à la moyenne, hein, donc on monte jusqu'à 86%, mais on est au-dessus de 50%, et on a un lien fort entre l'intensité de ces symptômes et la consommation. Donc, on est là aussi sur une forme
d'automédication, hein, puisque la cigarette, la clope, c'est vraiment l'outil de gestion des émotions. Mais encore une fois, en surface. Et du coup, on va avoir un sevrage plus difficile, hein, puisqu'on a peur, il y a cette peur du retour de ces épisodes traumatiques, un sevrage plus difficile et des épisodes de craving aussi qui vont être très, très importants. Donc sur la psychose, la schizophrénie, voilà, on a entre 60 et 90% des personnes schizophrènes qui fument. Donc la nicotine fumée, elle est utilisée voilà, sur la régulation de certaines altérations neurophysiologiques et pour aussi l'atténuation de symptômes négatifs de la maladie, donc les déficits cognitifs, la réduction des effets indésirables des médicaments. Mais là, voilà, on est déjà sur les interactions entre le tabac fumé ou la fumée de tabac et les produits qui sont dans la fumée de tabac et les traitements. Oui, n'oublions pas que la nicotine est un produit qui a des effets favorables, hein. C'est Parce ça. on parle souvent du tabac fumé comme qui tue et qui tue très efficacement. Alain l'a dit, un fumeur sur deux, et beaucoup plus qu'un fumeur sur deux pour des populations en difficulté, notamment avec des troubles de santé mentale. Pour autant, la nicotine est utilisée par ces personnes, on l'a vu, en régulation émotionnelle, mais elle a des effets qui ont été prouvés au niveau de la concentration, de l'idéation, des effets sur la mémoire, des effets sur la douleur, hein, et des effets sur la cognition. Ce sont des effets favorables de la nicotine qui ont été largement prouvés par un certain nombre d'études, et d'autres études sont en cours à ce sujet pour transformer ce produit nicotine qui est quand même relativement diabolisé en médication. Sans fumer. Alors, on arrive effectivement sur le lien entre tabac et traitement, donc des traitements dans le contexte de soins en santé mentale. Et donc, ça va agir à la fois effectivement sur la distribution, le métabolisme, l'absorption, l'élimination. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, hein, je vous laisserai regarder les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le tabac peut donc modifier cette absorption, ce transport, cette dégradation ou l'élimination des médicaments. Et à l'inverse, le sevrage tabagique, du coup, peut favoriser un surdosage par arrêt de l'induction enzymatique. Encore une fois, un équilibre qui avait été trouvé, donc qui considérait la personne dans son ensemble, c'est-à-dire la personne fumeuse, va se trouver déséquilibré par la défume, et donc il va falloir travailler sur retrouver cet équilibre. Hein. Là, je fais souvent la comparaison avec le sevrage alcool, c'est-à-dire autant voilà, on va jamais conseiller à une personne de se lancer dans un sevrage alcool sans accompagnement médical. Ben, je pense qu'il faut avoir la même approche dans cet accompagnement pour les personnes concernées par des troubles majeurs de santé mentale. Donc, en tous les cas, des personnes traitées, hein, qui sont déjà traitées, l'intervention d'un professionnel de santé est essentielle. L'accompagnement par un professionnel de santé est essentiel. On ne peut pas improviser. Donc, on a le tabagisme qui va modifier en fait les paramètres pharmacocinétiques d'antipsychotiques. Donc, ils vont être métabolisés beaucoup plus vite, hein. Et donc, je vous passe les détails sur les différents produits, mais l'activation induite par la nicotine va atténuer donc l'effet sédatif des benzodiazépines, et la somnolence est plus importante chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Donc voilà, on utilise la cigarette pour diminuer l'effet sédatif de produits qu'on pourrait prendre dans le cadre de traitement. Donc, pour résumer, hein, donc, on a un risque de surdosage pour de nombreux médicaments. Donc,
faut s'adapter au traitement, enfin, il faut adapter les traitements au contexte, donc, enfin, les traitements avaient été, pardon, adaptés au contexte de fume, hein, et donc il faut du coup adapter ces traitements au contexte des fumes. C'est extrêmement important. Alors, on va aller maintenant sur le contexte de soins en santé mentale, hein. Donc, alors, le tabac et les établissements psychiatriques, c'est une vieille histoire. Enfin, c'est une vieille histoire, mais c'est pas si vieux que ça quand même, hein. Ça remonte aux années 60. Ça n'a pas 1000 ans non plus, hein. Donc ça remonte en fait au moment où on a eu une augmentation massive du tabagisme, parce que les conséquences du tabagisme, donc il y avait une grande disponibilité du tabac, une hyper-disponibilité du tabac même. Alors, en France, on en est resté au pluralisme, mais dans d'autres pays européens, on avait du tabac partout à disposition, en libre service, dans des distributeurs. C'était vraiment partout, partout, partout. Et donc, c'est ce moment en fait où la consommation a beaucoup augmenté, euh, qui a permis finalement cette rencontre entre les soins psychiatriques et le tabac. Donc, on avait aussi du coup de nombreux soignants qui étaient concernés par cette consommation de tabac. On a dû à ce moment-là aussi adapter les infrastructures. Donc, il y avait eu une mise en place de fumoirs avec un vécu positif, hein. Donc, on avait l'image sociale positive, l'identification positive de la cigarette, et la publicité s'en chargeait largement. Mais on avait aussi la cigarette comme un outil thérapeutique, donc de régulation, une fonction thérapeutique aussi. Et puis, c'était aussi une monnaie d'échange entre les soignants et les patients. Donc à partir des lois de 2007, il a fallu déconstruire ça un peu, puisqu'on a eu l'interdiction de fumer dans les établissements de santé, donc y compris psychiatriques, hein. Ils avaient cherché un peu une exception culturelle, mais donc elle n'a pas été retenue. Voilà. Et donc du coup, l'idée, quand on, quand on veut travailler sur cette approche du tabagisme dans un établissement de santé mentale, on doit mettre en place une stratégie globale, hein. Donc à trois pieds, si j'ose dire, donc institutionnelle pour les patients et pour le personnel hospitalier. Donc on est sur une approche qui est maintenant bien développée, hein, par le RESPAD. Donc on vous mettra tous ces liens dans le support qui sera distribué. Donc l'approche hôpital sans tabac qui est bien documentée du RESPAD. C'est important d'associer tous les corps de métier, hein, dans la structure, donc les soignants, le personnel technique, le personnel administratif, et aussi, il ne faut pas oublier, le médecin du travail. Ouais. Il va former, et c'est important du coup de former les équipes au repérage précoce et à l'intervention brève et à l'orientation pratique. Alors, par orientation pratique, c'est simplement voilà, pouvoir orienter les personnes vers des dispositifs disponibles et disponibles en local, ou pas trop loin, de prise en charge. Donc, il fait des propositions d'aide à l'arrêt, donc avec les traitements nicotiniques de substitution, le vapotage, des consultations gratuites, et puis des mobilisations en prévention autour de la journée mondiale sans tabac, du mois sans tabac. On peut aller aussi sur des journées spécifiques comme la journée mondiale autour de la BPCO. Voilà. Ah, donc, euh, du côté de la stratégie patient, ce qui est à mettre en place systématiquement, c'est une évaluation systématique du statut tabagique, hein. Alors, évaluer le statut tabagique, ça veut dire qu'il faut poser la question, mais si on pose la question, il ne faut pas se contenter de mettre une croix dans une case. Le fait que la personne dise oui, je fume, ça doit déclencher un certain nombre de choses. Parce que si on coche une case et qu'on passe à la question suivante, c'est complètement délétère. Euh, donc, on va immédiatement, effectivement, évaluer la motivation à l'arrêt, euh, prescrire si la personne est disponible pour un changement, pour essayer le changement, pour essayer une réduction. Ben, on va pouvoir prescrire rapidement
des traitements nicotiniques de substitution et mettre à disposition des vapoteuses adaptées avec des liquides adaptés au sevrage tabagique. Il faut envisager un niveau élevé de substitution nicotinique, hein, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, des traitements prolongés, et puis donc si une équipe ELSA, donc une équipe de liaison en soins addictologiques, est présente sur site, ou une équipe Tabaco est présente sur site, bien sûr, faire appel à cette équipe. Alors là, on a, par rapport à cette approche, cette stratégie patient, on a un certain nombre de freins, hein, notamment, voilà, est-ce que l'arrêt du tabac, c'est une priorité? Est-ce que c'est encore une liberté qu'on va laisser aux gens, etc. Enfin, toutes ces vieilles questions. Oui, c'est une priorité. On a des problématiques autour des secteurs fermés. Ça peut être plus compliqué, effectivement, de ménager des espaces où on peut encore fumer. Une autre difficulté aussi, c'est cette épidémiologie écrasante, hein. Il ne s'agit pas de traiter des cas isolés, mais on est vraiment face à une large majorité de consommateurs. On a des réflexes ancrés autour de la consommation du tabac qui pourrait être positif pour les personnes, etc. Voilà, c'est leur petit soulagement, etc. Non, ça, encore une fois, il est démontré que ça va aggraver, en fait, ça va aggraver les symptômes et que l'arrêt ne peut qu'améliorer, ne peut qu'améliorer les traitements. Les soignants fumeurs aussi vont être peu motivés. On a une faible diversité des TNS, des traitements nicotiniques de substitution. Là, il ne faut pas hésiter aussi à jouer avec l'ensemble des produits disponibles, hein, donc les patchs, les pastilles, les gommes, le spray, on n'a plus l'inhaleur, et puis bien sûr la vapoteuse qui est cette fois un outil avec des variantes infinies, et puis bien sûr la lourdeur institutionnelle dans ces établissements. Voilà, il faut prendre en compte tous ces freins et s'attacher à les lever, mais effectivement le RESPAD, hein, donc, peut proposer des stratégies pour traiter tous ces freins. Dans la prise en charge, donc on va encore une fois interroger le statut fumeur, hein, ou non. Et quand on interroge le statut fumeur, c'est pas, ça peut être intéressant de prolonger la question sur que fumez-vous, puisque on a quand même une prévalence du cannabis qui peut être importante. Et un joint, c'est en termes de toxicité, je ne parle pas d'addiction, hein, je parle en termes de toxicité respiratoire et cardiovasculaire, c'est six fois une cigarette, hein, donc c'est pas rien. Est-ce qu'il y a une envie d'arrêt, de diminution? Donc, est-ce qu'on va dans une stratégie de réduction des risques? Être sur ce conseil d'arrêt, une proposition d'aide avec un protocole, et puis, effectivement, le contact, l'orientation immédiate vers l'équipe de tabacologie ou les AS, c'est-à-dire on est sur quelque chose, on est comme dans les pathologies duelles, hein, on se pose souvent la question, est-ce qu'on va faire un traitement, incrémental? Est-ce que voilà, on fait les choses les unes après les autres, en parallèle? Là, l'idée, effectivement, c'est d'être sur une approche intégrative, globale, et dire qu'effectivement, l'arrêt du tabac, ça fait partie des soins. Ça, c'est essentiel. Donc, les outils thérapeutiques qui sont à notre disposition, ce sont les traitements nicotiniques de substitution, donc qui sont bien connus, et qu'il ne faut pas utiliser aussi massivement que nécessaire, hein, et aussi longtemps que nécessaire, hein. La vapoteuse également en choisissant des matériels qui sont adaptés au sevrage tabagique, c'est-à-dire avec tirage serré, avec une faible puissance qui permettent des taux de nicotine importants, et puis des liquides aussi adaptés, donc 50-50 en PGVG et un taux de nicotine le plus important possible en début de sevrage, sachant effectivement que l'arrêt avec la seule vapoteuse est rarement possible dans ce contexte, et qu'il faut vraiment l'associer à des traitements nicotiniques de substitution, puisque 20 mg par millilitre de nicotine, c'est largement pas suffisant. L'entretien motivationnel avant l'arrêt pour accompagner le passage effectivement de l'ambivalence
à un discours de changement, et pendant la défume, effectivement, ne pas hésiter à faire appel aux thérapies comportementales et cognitives, à l'ensemble des thérapies brèves, hein, donc y compris l'hypnose, y compris la sophrologie si c'est disponible. Voilà. Et puis, on a aussi donc, des médicaments en deuxième intention, mais qui sont à utiliser vraiment avec précaution dans ce contexte, pour ce public-là. Donc, il peut y avoir des soucis autour de la varénicline, et il y a aussi des soucis avec le bupropion, donc le Zyban. Donc, la varénicline, c'est le Champix. Donc, c'est des soucis différents, et c'est aussi pour des pathologies différentes. Donc, voilà, c'est utilisé avec beaucoup de précautions, mais voilà, l'équipe Tabaco ou l'équipe ELSA sera parfaitement en mesure d'identifier les risques et de savoir si ces médicaments en deuxième intention, donc deuxième intention, ça veut dire que effectivement les TNS ont peut-être déjà échoué. Donc, ces médicaments en deuxième intention, eh bien, on va pouvoir les utiliser avec des professionnels qui savent les utiliser. Voilà. Je vais passer la parole, puisqu'on a ici Claire Joubert qui développe le projet Rétablissement. Tu es là, Claire? Voilà. Je vais arrêter mon partage. Oui, merci Alain pour ce panorama très, très complet et très bien sourcé. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très connu, y compris par les professionnels de la psychiatrie. Donc, c'est vraiment une chance que des événements, des webinaires comme celui-ci puissent avoir lieu. Peut-être juste avant de vous parler de rétablissement, comme tu parlais des médicaments, je vous montre juste ce document donc, qui vient du guide tabagisme et santé mentale du RESPAD qu'on a cité un peu plus tôt, où vous pouvez retrouver ce tableau qui est vraiment très, très pratique à utiliser au quotidien, où en fait vous avez la liste de tous les médicaments psychotropes qui interagissent avec le tabac, parce qu'il n'y a pas seulement les psychotropes, il y a aussi d'autres médicaments, mais nous, pour la psychiatrie, c'est surtout ceux-là qui nous intéressent. Et en fait, comment on peut adapter le traitement si la personne arrête de fumer et éventuellement si elle reprend le tabac derrière. Et comme ça, j'en profite pour répondre à une des questions dans le chat. Ce qui interagit avec les médicaments, ce n'est pas la nicotine, c'est la fumée du tabac. Donc, il n'y a pas d'interaction avec les substituts nicotiniques, c'est vraiment une interaction avec le tabac fumé. Voilà. Et donc, pour vous parler de rétablissement, je vais vous partager un autre document qui est un poster qu'on a fait avec Alain et Françoise pour un congrès de santé publique il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, le projet Rétablissement, en fait, c'est un projet sur le tabac en psychiatrie dans les Hauts-de-France, sur lequel on travaille depuis 3 ans avec une dizaine de services de psychiatrie de la région, notamment le service de Saint-Amand-les-Eaux, puisque je vois qu'il y a Nadia Tourèche qui est connectée. L'idée de ce projet, il est parti du constat que vous a présenté Alain sur l'impact majeur du tabac sur les personnes qui ont des troubles psychiques et le peu de formation et d'accompagnement proposé dans les services de psychiatrie. Et l'idée, c'était de proposer à des professionnels volontaires qui n'étaient pas spécialisés sur le tabac, mais qui avaient envie de s'engager sur la démarche, de réfléchir avec les usagers à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer localement dans notre service avec les moyens et les compétences qu'on a. Donc, on a des gens qui sont beaucoup engagés, qui donc font des groupes de travail chacun dans leur service et puis après échangent avec les autres services de psychiatrie pour parler de ce qu'ils ont mis en place, quelles
voilà, quelle formation ils ont fait, quels outils ils ont développés, qu'est-ce qu'ils ont fait comme animation pour Moi sans tabac, par exemple. Et l'idée de ces échanges de pratiques, bah, c'est vraiment de se soutenir, parce qu'on sait que c'est pas facile quand on se lance sur le sujet au début de commencer à se former, de convaincre ses collègues, de changer en fait les pratiques. Et donc le fait d'y travailler comme ça à plusieurs, bah, ça permet de s'encourager et de ne pas se démotiver. Et maintenant, depuis plusieurs années qu'on y travaille, ben, on a vraiment des résultats très encourageants. Il y a une 60aine de professionnels qui participent, de tous les métiers, beaucoup d'infirmiers, mais aussi des médiateurs de santé pairs, des médecins, tous les métiers à partir du moment où la personne est volontaire. Ils ont développé un certain nombre d'outils dont certains sont là sur la diapo et puis qui peuvent après échanger entre eux. Par exemple, là, vous avez un outil qu'on utilise avec le CO-testeur pour pouvoir situer un peu son avancement au fur et à mesure qu'on diminue sa consommation de tabac. Des outils de psychoéducation, ça c'est un programme de psychoéducation qui s'appelle Psygarette, à destination des personnes concernées par les troubles psychiques et qui a été construit vraiment pour répondre aux questions que les gens se posaient sur le sujet. Un outil de Saint-Amand sur la motivation dont peut-être on pourra reparler après si vous voulez. Et voilà. Et donc, l'idée aussi dans ce projet, c'est de ne pas laisser les professionnels tout seuls quand ils veulent s'engager sur le sujet. Et donc, on leur propose aussi du matériel, donc notamment les CO-testeurs. On leur donne des vapes pour qu'ils puissent les donner après aux usagers qui sont intéressés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a maintenant un certain nombre de services qui proposent des consultations sur le tabac directement par les professionnels de la psychiatrie, qui peuvent s'appuyer évidemment sur les services d'addicto et sur les ELSA quand ils ont besoin. Et on voit qu'ils augmentent beaucoup les prescriptions de substituts nicotiniques, notamment dans les services d'hospitalisation complète, y compris les secteurs fermés, parce que, comme l'a dit Alain, c'est vraiment un enjeu important. Ce qui ressort beaucoup dans nos discussions, bah, c'est la question de la prescription infirmière des substituts. C'est important de rappeler que tous les infirmiers ont le droit de prescrire les substituts depuis 10 ans, mais c'est encore très peu connu, y compris par les infirmiers eux-mêmes, par leur encadrement. Donc ça, il faut le redire. Et il faut que les hôpitaux mettent en place ce qu'il faut pour qu'ils puissent le faire dans des bonnes conditions. Notamment, ce qui bloque souvent, c'est le fait que les logiciels ne sont pas prévus pour. Et donc ça, c'est des choses qui se travaillent avec les infirmiers, avec les médecins, les pharmaciens, l'informatique. Enfin, c'est vraiment des sujets sur lesquels on peut avancer. La question du respect des droits en hospitalisation et notamment l'idée que même les gens qui ne veulent pas arrêter de fumer, ça peut arriver s'ils sont hospitalisés en urgence, s'ils sont hospitalisés sans consentement, qu'ils soient privés de tabac contre leur gré. Et là, c'est vraiment des situations où il faut leur proposer une substitution nicotinique, pas dans un objectif d'arrêt si ce n'est pas le leur, mais vraiment dans un objectif d'être soulagé du manque. Et ça, c'est pas quelque chose auquel on est très bien sensibilisé en psychiatrie. Et la notion de père aidance et de co-construction. Souvent, les professionnels, on se fait des fausses représentations sur ce que veulent les gens. On pense qu'ils ne veulent pas arrêter de fumer, que ce n'est pas leur problème, qu'ils ont d'autres soucis. Ben, il faut leur poser la question d'abord parce que parfois on est assez loin du compte. Voilà, pour vous présenter rapidement le projet. Je pense qu'on peut passer aux questions si vous voulez. D'accord. Très bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, pour que ce soit plus simple, vous avez la petite fonctionnalité lever la main. Et comme ça évite D'accord. Du coup, Claire, tu qu'on peux arrêter entende ton tout le monde en partage? même temps. Hein? Claire, tu peux arrêter ton partage pour qu'on puisse se voir? Oui, pardon. Merci. Et merci Françoise pour l'image que tu as partagée.
Oui, c'était pour répondre à une question du chat. Non, c'est pas la nicotine qui est en cause hein, dans les interactions médicamenteuses, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliniques pardon, du tabac fumé, c'est-à-dire pour parler clair, des goudrons qui vont avoir des effets sur tout ce qui est effet médicamenteux, j'essaie de simplifier. Et la nicotine que vous prescrivez par patch, substitut oral ou même la nicotine de la vape ne va pas avoir ces effets-là. C'est pour ça que sur certains médicaments, mais que sur certains médicaments, on vous adressera une liste, hein, on a la liste hein, avec en complément du PowerPoint. Il peut y avoir à discuter avec le patient et à surveiller pour envisager une baisse du traitement parce que l'efficacité sera multipliée. La question qu'on a souvent aussi, c'est pourquoi on parle d'un dosage important de nicotine? Un dosage important de nicotine, c'est parce que les patients utilisent souvent aussi la nicotine pour contrer les effets secondaires des traitements qu'ils ont, notamment au milieu psychiatrique. Et ce sont des effets secondaires qui entraînent par exemple de la somnolence. On le sait, la nicotine est un excitant, donc le fait de fumer et de fumer beaucoup permet de contrer ces effets secondaires. En dehors de toutes les questions d'idéation, etc., dont on a parlé, de mécanismes cognitifs, on sait que la nicotine aide à rester là, ici et maintenant, et donc d'être moins perturbé par tous les stimuli extérieurs hein, qui peuvent vraiment être gênants dans certaines pathologies, voire très angoissants. Mais cette capacité de la nicotine à booster, c'est quelque chose d'important. D'où l'importance, d'ailleurs, ce sont des gros fumeurs, donc il faut beaucoup les substituer, mais utiliser aussi la nicotine par voie saine, entre guillemets, pour maintenir cet effet qui est recherché par les patients. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être? N'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'aimerais bien qu'on insiste sur le fait de ne pas hésiter donc à multiplier les aides au sevrage. On l'a dit, on l'a redit. Claire l'a aussi signalé. C'est vraiment très important. Un patch, ça met 1 heure à agir. Pour un patient, c'est long. Et ça agit de façon constante. Le fait d'avoir des substituts oraux à côté, d'avoir une vape chargée, pourquoi pas avec un sel de nicotine, plus facile à vapoter pour des personnes qui ont la gorge abîmée, hein, parce que ce sont des très très gros fumeurs, au moins pour le démarrage. Il ne faut pas hésiter à envisager un 20 mg par millilitre dans la vape. Plusieurs patchs, de prescrire plusieurs patchs, pas un seul patch. Et c'est pas grave si les gens fument avec un patch. Ce sont des évidences, hein, mais il faut toujours expliquer aux gens, si vous fumez, n'enlevez pas votre patch, c'est parce que c'est pas assez dosé, tout simplement. Et rajouter à tout ça des substituts oraux. Je crois qu'il faut vraiment mettre la gomme, entre guillemets, de façon à ce que les personnes soient le plus confortables possible dans cet effort pour arrêter de fumer. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce que c'est peut-être plus simple que d'écrire des questions. Ah, il y avait une question de Nadia aussi sur combien de structures, surtout d'unités fermées, se mobilisent lors d'événements comme Mois sans tabac, etc. en 2025. Oui, enfin, du coup, on n'a pas forcément la réponse. Non. Il faudrait voir du côté de... quand il y aura la compilation d'Oscar hein, pour l'ensemble des régions, on pourra apporter cette réponse. Et du coup, on pourra aussi leur poser la question, qu'ils soient attentifs à repérer ça. C'est vrai que c'est une question importante et pour la démarche de santé sans tabac, par exemple, les hôpitaux psychiatriques sont plutôt en retard Oui. par rapport aux autres hôpitaux, notamment les maternités, les hôpitaux de cancérologie. Donc ça, c'est aussi important de rattraper
le retard, parce que les personnes concernées par les troubles psychiques, à la fois, elles sont plus fumeuses, mais aussi si on leur offre moins d'aide qu'aux autres pour arrêter, c'est une double injustice. Oui, et puis on a aussi un historique, hein. Moi, j'ai travaillé en hôpital psy quand j'étais plus jeune. On utilisait la clope pour discuter avec les patients, hein. Moi, je fumais, il fumait, et c'était aussi une façon de rencontrer, de se parler. C'était quelque chose d'important. Et c'était aussi un outil de paix, hein. C'est-à-dire que le fait de pouvoir fumer, ça calme, ça, comme on l'a dit, hein, ça aide à gérer un peu le stress, les émotions. Donc, il y a tout un historique aussi de vécu dans le secteur psychiatrique. Et c'était quelque chose qui était utilisé et par les patients et par les soignants dans ce cadre-là. Donc, c'est aussi un peu normal que dans ce cadre, il y a un peu de retard. Dans une maternité, depuis des lustres, on hurle quand on voit une femme enceinte fumer, hein. Bon, c'est pas la même chose, hein. Alors, il y a une question dans le chat. Vous avez parlé de la vapoteuse en indiquant la nécessité d'un liquide 50-50 PVGG. Que voulez-vous dire, pardon? Alors, c'est très simple. Dans une vape, vous avez des liquides, hein, des liquides à vapoter. Ces liquides sont composés de propylène glycol, de glycérine végétale, de nicotine et d'un arôme. Propylène glycol, glycérine végétale, nicotine sont de qualité pharmaceutique. Les arômes sont de qualité alimentaire. Dans le cadre de l'arrêt du tabac, la vape peut être utilisée comme un outil pour arrêter. Dans ce cadre, on va utiliser des liquides qui sont adaptés au sevrage tabagique. Quand on dit 50-50, ça veut dire un liquide avec 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol. Si on met un taux important de glycérine végétale, on va avoir du mal à tirer sur sa vape, ça va encrasser la vape, et pas que la vape d'ailleurs, et ça va poser un vrai souci. Si on met trop de propylène glycol, on va avoir des fuites, des liquides qui coulent et qui vont poser aussi un souci. Le bon dosage, enfin la bonne formulation, c'est 50-50. C'est quelque chose de facile à retenir pour les patients, 50-50. Ensuite, la nicotine, c'est le taux le plus haut supporté, toujours de façon à ce que les gens ne passent pas leur journée à pomper sur leur vape, mais qu'ils soient vite et bien substitués. Et ensuite, l'arôme doit être le plus simple possible. On évite le fraise vanille et sa petite crème chantilly avec son zeste de citron pour passer sur des liquides tabac, menthe, fruits rouges, enfin ce que vous voulez, mais le plus simple possible. On évite aussi tout ce qui est additif, sucralose, alcool, eau, etc. On évite tous ces produits-là. Donc un liquide de vape 50% donc de propylène glycol, 50% de glycérine végétale, le plus haut taux de nicotine supporté et l'arôme le plus simple possible. C'est ça qu'il faut retenir. Pour les sels de nicotine dont on a parlé tout à l'heure, il y a plus de deux sortes de sels. C'est quoi un sel de nicotine? Si on prend la nicotine, qui est la nicotine issue de la plante, hein, comme les substituts, pareil, hein, et on va l'associer avec un acide. Et il y a deux types d'acides. Je vais schématiser pour être très simple. Il y a des acides qui sont connus et reconnus par le corps, des acides qui ne le sont pas. Un acide qui est connu par le corps, c'est par exemple l'acide lactique. Un acide qui n'est pas reconnu par le corps, c'est par exemple l'acide benzoïque. Les liquides que vous retrouvez en bureau de tabac et qu'utilisent vos patients en sel de nicotine sont tous avec de l'acide benzoïque. Donc il faut viser donc, ce type de liquide, un sel de nicotine avec un acide lactique. Pourquoi on utilise des sels de nicotine? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils sont plus faciles à vapoter. Ils modifient le pH du liquide et donc ils ne vont pas créer, tous les anciens fumeurs ou fumeurs qu'on vont comprendre ce que je veux dire, ils ne vont pas créer ce throat hit, ce petit gratouillis en gorge qu'on ressent aussi avec la vape. Donc ils vont être beaucoup plus faciles. Les gens ont l'impression que c'est plus fort, mais c'est pas vrai. C'est juste qu'ils prennent des plus grandes bouffées. Par contre, on évite de prendre des sels de nicotine à long terme. Pourquoi? Non pas parce que ça soit plus mauvais pour la santé
qu'un vapotage classique, mais il est plus difficile de baisser les doses de nicotine avec un sel de nicotine parce que comme ça se vapote facilement, on s'habitue vite et on a moins tendance à baisser les dosages au fil du temps. Donc, les premiers mois, pour des personnes qui fumaient beaucoup, associées avec des patchs, des pastilles, etc., les sels de nicotine peuvent être une excellente solution. Et il est important aussi de pouvoir interroger les consommateurs sur le volume de liquide consommé. Hein, et vous avez une unité de mesure du coup qui est très pratique, c'est la fiole, la petite fiole de nicotine comme on voit à l'écran là. Il faut qu'elle fasse plus de 2 jours, enfin qu'elle fasse 2 ou 3 jours. Si cette fiole est consommée en moins de 2 jours, en fait, c'est que le taux de nicotine n'est pas suffisant. Hein, voilà. On pourra vous joindre ce document aussi. D'autres questions? Alors, je suis toujours en partage, moi. Oui. Ah, attends, du coup, j'ai masqué ça. Je pense que c'est trop tôt. Ah, Il y en a une à venir. oui, ben, genre, je sais pas comment enlever le partage. Je vais enlever Acrobat. Peut-être qu'on parle de la VAP, si certains d'entre vous travaillent en hospitalisation complète en psychiatrie. De plus en plus, il y a des services qui proposent de prêter des VAP pour les personnes hospitalisées. Donc, en fait, ça veut dire que le service a quelques VAP qui sont disponibles pour les gens qui en ont besoin un peu en urgence. Vous pouvez décontaminer en fait les embouts et comme ça permet de les proposer aux personnes en plus des substituts s'ils veulent. Et c'est quelque chose qu'on peut proposer aussi dans certains endroits en chambre d'isolement. Et c'est vraiment un outil, je pense, qui mériterait de se démocratiser en psychiatrie. Nous, ce qu'on distribue dans les stands que nous faisons auprès de patients en grosse difficulté, et notamment dans les milieux psy, ce sont des vapes qui vont durer, qui sont rechargeables, qui sont remplissables et qui vont durer 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui permet d'avoir un usage très facilité, sans manipulation, et ce qui permet de donner à toute personne une vape qui va devenir la sienne, sans avoir ces process de décontamination, etc. Mais toujours et systématiquement avec des patchs, des pastilles, etc. Alors, Nadia, vous êtes en train d'écrire. Vous avez une question En fait, moi, je me questionnais par rapport à l'accompagnement au sevrage tabagique et je me disais qu'encore aujourd'hui, en 2025, parler tabac en psychiatrie, même si ça change, c'est toujours aussi compliqué. Qu'est-ce qui peut expliquer les freins des équipes soignantes? Je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, Oui. 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 Attends, j'arrive parce que j'ai un patient qui est avec moi du coup. Les premières, quand on fait des stands, nous on fait beaucoup de stands, hein, où on fait de l'aller vers et repartir avec. Et quand on va dans des structures psy, etc., les premières personnes qui viennent nous voir pour obtenir des renseignements ou récupérer une petite vape, des liquides, etc., ou nous poser la question, ah ouais, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de fumer, comment je peux faire? Ce sont les soignants. À chaque fois, dans ces secteurs-là, on a plus de soignants qui viennent nous voir parce qu'ils sont eux-mêmes fumeurs ou fumeuses. Puis tu l'as dit, Claire, hein, il y a aussi des histoires de moyens, hein, des moyens qu'on ne va pas retrouver mis au service des patients en structure psychiatrique, hein, de façon générale, et qu'on va retrouver dans d'autres types de structures.
De manière générale, l'accès à la prévention, aux soins de santé physique peut être plus compliqué, même si c'est une grosse réflexion qu'on a en psychiatrie, et le fait que maintenant il y ait des médecins généralistes, des infirmiers qui parfois se spécialisent vraiment sur le suivi de santé physique, ça permet d'améliorer les choses, mais on a du mal encore à intégrer que la première cause de mortalité évitable, c'est le tabac, par exemple. Et c'est vrai que ça reste paradoxal, puisqu'il y a, encore une fois, il n'y a pas moins d'intérêt des patients pour l'arrêt du tabac, hein. Quand on fait des stands et qu'il y a des étages psychiatriques, on voit beaucoup plus de monde. Alors, en général, on est placé sur le chemin entre l'étage et les abris fumeurs à l'extérieur, dans les cliniques ou les hôpitaux sans tabac. On a beaucoup plus de monde quand on a cette population que quand on est dans un hôpital, je dirais, Classique. classique. Beaucoup plus de monde. Donc, il y a un vrai intérêt des patients. Des questions encore? Peut-être une croyance qui est aussi encore très présente, c'est que l'idée que d'arrêter de fumer, ça pourrait aggraver la situation de la personne. On en a parlé, c'est important au moment du sevrage voilà, d'être bien accompagné, de continuer à voir son psychiatre ou son infirmier fréquemment. Mais maintenant, on a des études qui montrent que à distance du sevrage, l'état de santé, ça a été dit, l'état de santé va s'améliorer, l'anxiété va s'améliorer, la dépression va s'améliorer. euh, et ça, c'est peut-être des notions qu'on n'a pas assez, qu'en fait, arrêter de fumer, ça va améliorer la santé physique, mais ça va aussi améliorer la santé mentale Mm. des fumeurs. Je ne sais pas si tu te souviens, Claire, mais l'année dernière, au congrès de la Société francophone de tabacologie, il y avait eu une présentation extrêmement intéressante d'une expérimentation qui avait été faite dans une structure psychiatrique avec des patients qui étaient mis à l'isolement, donc des patients en crise, en grosse difficulté. Et ils avaient expérimenté le fait de leur donner accès à des vapotes avec des liquides extrêmement fortement chargés, donc du 20 mg par millilitre, on ne peut pas faire plus en Europe actuellement. Et il y avait un effet vraiment favorable sur la durée de l'isolement et sur le comportement du patient. Ça réduit le manque, hein, bien évidemment, et c'était vraiment favorable. Et tout le monde y a trouvé son compte, hein, et tout le monde y trouvait son compte. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Si jamais c'est le moment. Sinon, on coupera ici pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être venu. Merci d'avoir laissé nos professionnels s'exprimer sur ce sujet important. Et si c'est bon pour vous, on s'arrête sur ça. Merci pour Il y a votre quelqu'un qui invitation. écrit là. Ah, effectivement, il y a quelqu'un qui écrit. On vous transmettra le document qu'Alain vous a partagé. C'est une affiche qu'on a réalisée sur les conseils pour vapoter. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce que je dois savoir? La base. Ça peut être utile et pour vos patients et pour vous-même dans le cadre de vos accompagnements. Et on a fait le même type de fiche pour les substituts nicotiniques. Donc on va envoyer les deux. Ce sont des petites fiches repères, hein. Donc c'est du concret, c'est pas un ouvrage en tabacologie, hein. Même s'il y a des documents qui sont faits en tabacologie, notamment avec le RESPAD, avec des repères pour quand on travaille en psychiatrie qui sont très bien faits. Là, on est sur du concret. Je reçois un patient, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux lui prescrire, etc. Et pour la vape, qu'est-ce que je dois savoir et qu'est-ce qu'il doit savoir. Et on vous enverra bien sûr tous les liens pour le RESPAD. Voilà.
Donc tout sera envoyé. J'attends les documents et je vous transmets ça dans la foulée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonne Merci. Et ben journée à merci à tout tous. le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne fin revoir. de journée et bon week-end.